Bonsoir à tous et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur RTI 1. Voici les titres de ce journal. La ville d'Odiéné dispose désormais de son hôtel communal, une œuvre réalisée par la ministre Nasseneba Touré, maire de la ville. Une nouvelle bâtisse qui vient remplacer le bâtiment construit en 1980. L'hôtel communal vient améliorer les conditions de travail des agents, mais aussi offrir un meilleur service aux administrés. Dans quelques semaines, l'école de gendarmerie d'Abidjan organisera les cérémonies de baptême et de prestation de serment des promotions 61 et 62, les élèves sous-officiers ainsi que celle de la 47e promotion des officiers de la gendarmerie. L'occasion est toute belle pour la rédaction de s'intéresser à cette école pionnière de la formation des gendarmes, une école d'élite qui a offert à la Côte d'Ivoire de vaillants soldats. Focus à suivre dans ce journal. Et puis la commission électorale indépendante a ouvert le dépôt des candidatures au sénatorial 2023, mais depuis le 10 juillet, l'engouement n'y est pas. L'opération prend fin dans moins de 4 jours et pour l'heure, seuls 2 candidats sont déclarés à la CEI. On en parle dans cette édition. Voilà pour le sommaire, vous suivez le 23h et quel meilleur choix pour vous informer. Il faut remonter jusqu'en 1980 pour connaître l'histoire de l'hôtel communal d'Odiéné. L'ancienne bâtisse qui servait aussi de mairie vient de faire place à un hôtel moderne. L'infrastructure est l'œuvre de Nasseneba Touré, maire de la commune d'Odiéné. Le bâtiment a été inauguré ce dimanche par le ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, en compagnie de plusieurs membres du gouvernement. Le reportage complet de Mamadou Kouassi dans nos prochaines éditions. Dans l'actualité également, la communauté Agni de la commune d'Abobo a un nouveau chef central. Nanan Elogne Yao est un ancien administrateur des services financiers. Il a été intronisé ce samedi 12 août en présence des têtes couronnées et des cadres des régions de Landénié, Douabla, du Moronou et du Sud Comoé. Des personnalités originaires de ces différentes régions de la Côte d'Ivoire ont assisté à la cérémonie. Une cérémonie qui s'est également déroulée en présence du maire d'Abobo, la ministre d'État Kandia Camara, Frédéric Oulayi, Walter Amadou Ouattara. Place Ahmed Bakayoko de la mairie d'Abobo. L'événement est historique pour la communauté Agni résidant dans la commune. Venu des régions de l'Indigné, du Ablin, du Moronou et du Sud Comoé, le peuple Agni s'est choisi comme chef central Nanan Elogne Yao. Il est intronisé ce jour par Eugène Akaouele, président du CESEC, Awandoli, inspecteur général d'État, et Kandia Camara, maire de la commune d'Abobo. Assisté par l'ensemble des têtes couronnées et cadres issus de ces régions, le nouveau chef central doit œuvrer pour l'unité des filles et fils de sa communauté. Monsieur le chef central, vous êtes important. Dans l'encadrement des aïeux du district autonome de la Comoé, résident à Bobo, vous êtes désormais chargé de la cohésion au niveau des Agni. Je vous demande d'établir une bonne collaboration dans la communauté. Eugène Akaouele, parrain de l'événement, exhorte le nouveau chef central à promouvoir les valeurs culturelles. Il invite toute la communauté Agni à soutenir les initiatives de développement de la ministre Kandia Camara. Cette cérémonie traduit l'aspiration des Agni d'Abobo à garder intacte leur organisation sociopolitique en se donnant un chef central pour conduire avec dignité, dans l'observance des us et coutumes, la communauté au développement. À la demande du président du CESEC, une motion de soutien à la candidature de la ministre Kandia Camara a été prononcée par le porte-parole des Agni. La première magistrate d'Abobo a exprimé sa reconnaissance aux populations pour leur engagement. Merci de m'avoir désigné pour parrainer cette belle cérémonie. Merci pour toutes les déclarations qui ont été faites ici. Merci pour votre soutien. Et je voudrais vous dire que non seulement nous avons besoin de votre soutien pour être élus le 2 septembre, mais ce que nous souhaitons, c'est qu'aucune voix de la communauté Agni du district de la Comoé ne nous fasse défaut le 2 septembre. Au plan électoral, la communauté Agni représente plus de 3117 électeurs répandus dans 35 sous-quartiers de la commune d'Abobo.
Et à Tanda, à l'est de notre pays, la Côte d'Ivoire, c'est la cohésion sociale et la réconciliation qui font l'actualité. Les filles et fils du village d'Essikro ont décidé d'enterrer la hache de guerre, de jeter aux oubliettes leurs différends et de se tourner résolument vers une paix durable. Ces populations qui, pendant des mois, se regardaient en chien de faïence, fragilisant ainsi la cohésion sociale. Une cérémonie pour fêter la paix retrouvée, placée sous le parrainage du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani. Sur place, la correspondance de Herman Niamia. Les fils et filles d'Essikro, village de la sous-préfecture de Tiédio dans le département de Tanda, ont décidé de célébrer la réconciliation et l'unité retrouvée. Il y a environ 3 ans, une crise politique et religieuse au sein du village faisant de nombreux dégâts matériels et des blessés. Cependant, les populations d'Essikro qui finissent toujours par s'accorder sur leurs désaccords, conscientes de ce que sans la paix, aucun développement n'est possible, ont décidé d'enterrer définitivement la hache de guerre pour aller à la paix. Témoin de cette célébration de la cohésion retrouvée à Essikro, le chef de la province Angobia du royaume Bron et le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, parrain de la cérémonie Kobena Kwasi Adjoumani, a félicité les populations pour cette marque de sagesse avant de les instruire à entretenir la cohésion. Je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui d'entendre parler de réconciliation. Ce village en a besoin. C'est dans l'union que nous pouvons faire notre développement. Les gens viennent, ils veulent nous diviser. Or, dans la division, rien ne peut se faire. Aux côtés du ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani, le professeur Amoa Hubin, qui a félicité ce dernier pour sa forte implication dans la résolution des conflits dans sa région. Dieu fasse que le voyage que vous êtes en train de faire vous mène encore très loin et que vous soyez un modèle pour ces enfants que nous voyons assis. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani a fait don d'un tricycle à l'association des femmes du village. Quant aux meilleurs élèves, ils ont été primés. C'est par un planting d'arbres que cette cérémonie de réconciliation a pris fin. Et dans l'actualité politique, à Yopougon, Adama Diawara, ministre de l'Enseignement supérieur, a annoncé son soutien à la candidature d'Adama Bictogo pour les municipales dans cette grande commune du nord d'Abidjan. Un grand rassemblement a été organisé hier samedi à la place Figayo pour sonner la mobilisation de tous les militants du RHDP derrière cette candidature. Michel Digré. Il avait pris le pari de sonner la mobilisation autour de la candidature d'Adama Bictogo pour les municipales à Yopougon. Le ministre Adama Diawara l'a réussi. Des milliers de militants du RHDP ont répondu à son appel. Je vous ai réunis cet après-midi pour vous dire simplement le parti a choisi un candidat en la personne du président de l'Assemblée nationale, mon homo Adama Bictogo. C'est le même parti, c'est le RHDP, c'est le parti d'Alassane Ouattara que nous défendons tous. Tous ensemble pour la victoire d'Adama Bictogo, c'est le slogan lancé par Adama Diawara et les militants sont en phase avec le ministre. Monsieur Adama Bictogo, nous vous soutenons au nom de la grande famille RHDP. Nous, femmes engagées, nous allons faire tout nos possible pour conserver la mairie de Yopougon pour le RHDP. Vu les défis à relever à Yopougon en matière d'infrastructure et de développement, portons notre choix sur vous, Monsieur Adama Bictogo. Donc à la tête de cette commune, il faut un homme de vision, il faut un homme fort. Préparons ensemble la victoire. Avant de clore ce meeting, Adama Diawara a insisté sur la nécessité de respecter la discipline du parti. Le parti décide, en militant discipliné, on s'aligne. C'est aussi simple que ça. Je signale pour ceux qui sont militants du RHDP qu'il faut faire preuve de discipline. Un parti politique, c'est d'abord la discipline. Le ministre Adama Diawara, pour lancer cette mobilisation, était accompagné du ministre de l'Enseignement technique, Nguessan Kofi. Claude Saï, chef de cabinet du président de la République, a représenté le candidat du RHDP à Yopougon, Adama Bictogo. Depuis le 1er août 2023, date de son décès, les hommages au président Henri Konan Bédié se multiplient. Dans la commune de Yopougon, le candidat déclaré du PDCI-RDA aux prochaines élections a rendu un vibrant hommage à l'homme d'État qui était Henri Konan Bédié. Dia Oufoué Augustin a saisi sa cérémonie d'investiture en tant que candidat du PDCI au municipal pour saluer la mémoire de l'homme. Souleymane Donisangou, Abdoulaye Koné.
Yopougon, place CP1, double cérémonie d'hommage au président Henri Konan Bédié, suivie de l'investiture du candidat Diaoufouet Augustin. C'est lui qui va défendre les couleurs du PDCI RDA à l'occasion des prochaines municipales du 2 septembre. Militants et militantes du PDCI RDA et population de Yopougon, désormais, nous n'avons qu'une seule obligation, celle de se mettre en ordre de bataille pour les échéances à venir. Nous avons le devoir de poursuivre l'œuvre de développement de notre pays. Patron de l'événement, le docteur Alakwa Dioremi apporte son soutien au candidat avec un hommage appuyé au président du PDCI RDA. Nous aimons le président Henri Konan Bédié parce qu'il a continué l'œuvre de paix, de progrès, de fraternité de Félix Houphouët-Boigny. Bédié, Henri Konan a tout fait pour perpétuer cela et il s'est battu. Présidente du MGC, le mouvement des générations capables, l'ex-première dame, Mme Simone Gbagbo, a décidé au nom de l'Alliance avec le PDCI RDA de soutenir Diaoufouet. Mais je souhaite que tous les militants du PDCI à Yopougon se mobilisent vraiment derrière le candidat Dia. Et je dis la même chose aux militants du MGC. Avant l'ouverture des campagnes électorales, l'heure est à la mobilisation pour les militants du PDCI RDA. Ces derniers devront investir le terrain pour la victoire du candidat Diaoufouet. Et nous vous le disions en titre, c'est à pas lent, mais vraiment très lent, que les candidats au sénatorial 2023 se rendent à la commission électorale indépendante pour le dépôt de leur dossier de candidature. L'opération ouverte le 10 juillet prend officiellement fin le 17 juillet 2023, mais pour l'heure, seuls 2 candidats sont déclarés à la CEI. Le constat hier samedi de Sidonie Davila. Les candidatures pour les postes de sénateurs sont ouvertes depuis le 10 août 2023. Cependant, les box destinées à recevoir les dossiers sont restés vides ce samedi. Les premiers candidats se sont signalés le vendredi précédent. Seules 2 candidatures indépendantes ont été reçues par la CEI. Les candidatures sont ouvertes. Écoute, nous nous sommes mis au travail. Et en 48 heures, on a eu ce que la CEI a demandé comme document. Ils nous sont venus déposer. On n'aime pas se mettre sous la pression. On fait et puis on avance. C'est une joie pour nous d'être au siège de la CEI ce jour, ici, en ce jour béni de Dieu, pour le dépôt de nos candidatures. Nous conduisons la liste Ton Prix Nouvelle Vision. Nous allons être les futurs sénateurs pour apporter notre pierre à l'action gouvernementale, ainsi qu'aussi à la vie publique. Le président de la commission électorale indépendante, Ibrahim Koulibaly Kubière, sur les lieux dès le premier jour d'ouverture des dépôts de candidature pour les élections sénatoriales, a saisi cette opportunité pour adresser un message aux potentiels candidats. C'est l'occasion pour nous ici d'inviter les candidats à venir déposer leur dossier dans le délai régulier. Nous n'avons plus la possibilité de proroger les délais, parce que nous n'avons pas suffisamment de temps. Les contraintes légales faisant foi, et nous est imposé de recevoir les dossiers maintenant. Le délai de dépôt des dossiers de candidature pour les futurs sénateurs est de 7 jours, allant du 10 au 17 août prochain. Oui, vous l'aurez donc tout naturellement compris. Les candidatures donc pour la sénatoriale ouvertes le 10 août prennent fin le 17 août et non le 17 juillet. À Yamoussoukro, dans le centre du pays, le secteur de l'élevage enregistre un véritable engouement. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiomoko Touré, a lancé l'important projet d'appui aux élevages en développement, en abrégé Pro-L Développement. D'un coût d'environ 3 milliards de francs CFA, le projet va durer 5 ans et va surtout contribuer à améliorer les besoins nationaux en viandes et autres produits. Le reportage de Kader Sogodogo. Le lapin, l'agouti, l'escargot et l'abeille, élevés à grande échelle, pourraient contribuer énormément aux besoins en viande et autres produits. Le ministère des Ressources animales et halieutiques, qui s'est assigné comme objectif de satisfaire la forte demande en consommation, innove dans ce sens avec le projet d'appui aux élevages en développement, en abrégé Pro-L Développement. Le projet prévoit installer plus de 1000 éleveurs et renforcer les capacités
de près de 600 éleveurs déjà en activité. Également la promotion des filières, de sorte qu'au terme, on ait 4 filières autonomes suffisamment développées. Crise de la Covid, guerre en Russie-Ukraine ont marqué négativement la donne et impacté positivement la promotion des produits locaux, source d'emplois, de qualité et de coûts acceptables. Les acteurs s'en réjouissent. C'est bienvenu, ça peut couvrir quelques-uns de nos problèmes. Comme on manque de changer le sang de nos bêtes, parce que pour avoir des souches, et puis des matériels, des conseils. Le gouvernement, pour sa part, travaille à lutter contre la cherté de la vie avec des produits made in Côte d'Ivoire pensés pour le bonheur des populations. Les élevages en développement sont considérés comme de bons compléments de ressources financières pour votre poche, conformément aux instructions du président de la République qui a déclaré l'année 2023 année de la jeunesse. Chers jeunes donc, sans exclusion aucune, ce projet est donc fait pour vous. Nous vous demandons véritablement de vous y intéresser et de vous impliquer. Le projet d'appui aux élevages en développement va coûter plus de 2,7 milliards de francs CFA. La durée d'exécution est de 5 années. Dans l'actualité également, une épidémie de peste porcine africaine a été détectée dans notre pays. Le Dimanche Magazine s'y est intéressé à 13h. Herman Guivet et le docteur Kalo Vessali, directeur des services vétérinaires au ministère des Ressources animales et halieutiques, ont discuté autour des risques que cette maladie pourrait avoir sur le développement de l'élevage en Côte d'Ivoire, suivant un bout de leurs échanges. La première épidémie, il y a eu plus de 100 000 porcs abattus. Et l'État de Côte d'Ivoire a dépensé près de 1,8 milliard de francs CFA. Et heureusement, avec cette riposte très forte, la Côte d'Ivoire avait réussi à éliminer la maladie. Et donc, de 1996, l'épisode qui a suivi, c'était en 2015. Donc, il y a eu plus de 10 ans d'accalmie, ce qui a permis à la filière de se reconstruire progressivement. Aujourd'hui, l'État a mis en place ce qu'on appelle la cellule des opérations d'urgence, qui permettent de réagir rapidement. Ça, c'est un. La deuxième chose, c'est la mise en place des groupements de défense sanitaire, c'est-à-dire des groupements constitués d'éleveurs et de vétérinaires. Le 26 juillet, nous avons détecté le premier cas. Et dans la semaine qui a suivi, les 3 zones, c'est-à-dire Bangolo, Botro et Soubré, ont fait l'objet d'abattage sanitaire. Boaké, Soubré plutôt, c'est 3 exploitations qui ont été, les animaux ont été abattus et assainis, c'est-à-dire désinfection. Le cas de Botro, c'est la même chose. Et à Bongolo, c'était un village, et donc il y a eu de la désinfection. Alors aujourd'hui, on passe d'un risque élevé au stade du risque modéré. Parce que depuis l'assainissement de ces foyers-là, depuis l'abattage sanitaire, aujourd'hui, ça fera environ 9 jours où on n'a plus de nouveaux cas. Les foyers sont circonscrits et nous, on applique la police sanitaire. Et la police sanitaire dit qu'il faut d'abord procéder aux abattages, la désinfection, et ensuite la surveillance pendant 6 mois. Donc, nous allons surveiller pendant 6 mois avant de décréter que la maladie est totalement éliminée. La force d'une intervention, c'est dans la détection rapide. Et donc, c'est parce que les éleveurs sont de plus en plus informés et formés. Et il y a cette collaboration entre le ministère des Ressources animales et des éleveurs qu'il y a beaucoup plus de promptitude et moins de dégâts. Quelques semaines, cette école d'élite organise les cérémonies de baptême et de prestation de serment de promotion 61 et 62 des élèves sous-officiers, ainsi que celle de la 47e promotion des officiers de la gendarmerie. L'occasion est toute belle pour la rédaction de RTU 1 de s'intéresser à cette école pionnière de la formation des gendarmes, une école d'excellence qui a offert à la Côte d'Ivoire de vaillants soldats. Un focus signé Frédéric Gorebi à Boussanogo. L'école de gendarmerie d'Abidjan forme les officiers et les sous-officiers de la maréchaussée ivoirienne. Chaque année, elle reçoit plusieurs centaines de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 25 ans et qui ont satisfait aux conditions d'admission de cette école en ce qui concerne les sous-officiers. Et des nationaux, plus des non-nationaux, venus principalement de l'Afrique subsaharienne pour une formation au cours d'application des officiers. La rédaction du RTI 1 a rendu visite à cette école dont la réputation a traversé les frontières nationales. Pour en savoir davantage, nous sommes accueillis par le maître des lieux, le colonel-major Alain Camara. De prime abord,
Il souhaite nous parler de l'accueil des nouvelles recrues. Il s'agit d'abord d'une vérification des formalités administratives. Et donc ça nous permet d'abord dans un premier temps d'accepter cet individu à l'école, faire la contre-visite avec le médecin de l'école. Ça nous permet justement de s'assurer que ceux qui sont venus sont médicalement aptes et que les documents qu'ils ont fournis sont authentifiés. Après ce premier jour, place à la formation commune de base. Son rôle et son importance dans le cheminement de la recrue dans sa nouvelle famille. Il s'agit pendant cette étape de l'instruction purement militaire et également de la formation physique de l'individu. Dans cette étape, on apprend à la jeune recrue comment marcher au pas, comment défiler. Le cours d'ordre serré apprend à l'élève gendarme que le salut est la marque la plus expressive de la politesse militaire et sa parfaite correction est exigée. Chez nous, le salut, c'est un signe de respect vis-à-vis de son chef. Après le cours théorique, place à la pratique. Vous, le pauvre, vous, à gauche, gauche, à droite, droite. Les gestes sont gauches et manquent de précision. L'instructeur exige un autre exercice. Salut! Ça rafale. Quel problème? L'une des phases les plus importantes de cette formation commune de base est le maniement des armes. Pour avoir une dextérité au maniement des armes, il faut être dans une condition physique irréprochable. Et le sport en est le détonateur. La gendarmerie nationale est un corps qui exécute à la fois des missions de police et de type militaire. Pour ce faire, le gendarme doit posséder en plus de connaissances en police judiciaire, administrative et militaire des aptitudes physiques hors normes. Et les arts martiaux sont une partie intégrante de cette condition physique. Pendant ces 2 ans, l'enseignement qu'ils reçoivent est à la fois militaire et professionnel. L'intervention professionnelle est l'une des clés de voûte du deuxième volet de la formation. La question de la parité entre hommes et femmes est prise en compte au plus haut niveau. En effet, depuis le 14 octobre 2014, la question du genre est une réalité à la gendarmerie avec l'admission des premières femmes officiers. Que ce soit les femmes ou les hommes, c'est la même formation que tout le monde reçoit. La discipline peut remplacer bien de qualités, mais aucune ne remplace la discipline. À la gendarmerie, cette maxime prend tout son sens. Ici, la tolérance est zéro en ce qui concerne les cas d'indiscipline. L'école de gendarmerie va organiser les baptêmes et prestations de serment de la 61e et 62e promotion des élèves sous-officiers, puis de la 47e promotion des officiers de gendarmerie. J'invite toute la population, les parents et amis, à venir soutenir leurs enfants et voir ce qu'ils sont devenus. Cette 47e promotion des officiers du cours d'application est forte de 27 stagiaires venus de 9 pays, plus les officiers locaux. En arrivant, on avait certaines bases fébriles en connaissance de gendarmerie. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire nous a apporté un plus. Avec un personnel d'encadrement de 15 officiers, dont 3 officiers féminins et 216 sous-officiers, l'école de gendarmerie d'Abidjan perpétue, comme le recommandent ses missions, le perfectionnement des cadres, la formation des élèves officiers au cours d'application et celle des sous-officiers, tout en procédant à la formation continue des cadres de l'arme. Nous avons aujourd'hui en gros 1000 officiers, nationaux comme non nationaux, qui ont été formés ici, et à peu près 23 000 sous-officiers qui ont été formés à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Primée à 2 reprises au prix d'excellence de la meilleure école militaire, la structure mère des unités de formation de la gendarmerie nationale garde toujours son allure jouvencelle. Et dans le chapitre religion, le pèlerinage à la Mecque a pris fin il y a bientôt 1 mois. Les acteurs impliqués dans l'organisation du 5e pilier de l'islam se sont réunis pour faire le bilan des performances opérationnelles, mais aussi pour établir le rapport de leurs différentes activités. La rencontre s'est déroulée hier samedi 12 août au plateau dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. C'est ce que nous montre Parga Sorokone Demadongui. Sur les 9537 pèlerins du contingent étatique et des opérateurs privés, 17 ont été rappelés à Dieu. C'est ce qui ressort du bilan
et de la synthèse des rapports d'activité des structures impliquées dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, 5e pilier de l'islam. À cette rencontre, les difficultés rencontrées par les différents acteurs, les recommandations pour l'amélioration des éditions à venir et les perspectives ont été dressées. En dépit d'un environnement marqué par quelques difficultés au cours de la phase aller et un nombre relativement élevé de décès, la mission Hajj a pu relever tous les défis liés à ce pèlerinage. Cette performance a exigé une collaboration constante et fructueuse entre les parties prenantes du Hajj, tant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite. Il ressort de cette réunion que l'ensemble des pèlerins étatiques et privés qui ont été accueillis en Terre Sainte d'Arabie Saoudite a pu accomplir avec quiétude tous les rites du Hajj, mais également les actes surrogatoires liés à ces voyages hautement spirituels. Cette année, notre pays a été honoré. Notre système d'organisation du Hajj fait partie des meilleurs systèmes, pas seulement en Afrique, mais dans le monde. Encore merci à M. le Président de la République. Merci à tous les acteurs, parce que votre travail a eu pour résultat de donner, comme on dit, un bon nom à la Côte d'Ivoire. Ce séminaire bilan a bénéficié du soutien du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Nous avons fait un travail formidable. Et quand le compte rendu est arrivé à son Excellence, M. le Président de la République, il n'a pas manqué de nous féliciter. Je voulais encore rendre hommage à chacun, mais surtout qu'on puisse dire des prières pour ceux des pèlerins qui n'ont pas pu revenir au pays après le Hajj, que ceux-là, le Seigneur des mondes puisse les accepter auprès de Dieu. À l'issue du bilan et de la synthèse des rapports de l'édition 2023 du Hajj, les acteurs ont souhaité le renouvellement des instances d'encadrement et de la révision des textes qui régissent l'organisation de ce voyage religieux. Ils ont aussi relevé que si des difficultés peuvent être résolues au niveau national, il en existe dont les solutions pourraient venir que du Royaume d'Arabie Saoudite. Et toujours en religion, les pèlerins du groupe Nobou ont visité la cité Saint-Pierre de Lourdes, un centre qui accueille les personnes en difficulté. La visite a été aussi marquée par une messe d'action de grâce. Le reportage de notre envoyé spécial à Lourdes, Grace Kando, dans nos prochaines éditions. Plusieurs pèlerins catholiques répartis dans différents groupes effectuent un pèlerinage marial en ce mois d'août. Le groupe GSP, l'un des organisateurs du circuit marial, est en partenariat avec la Direction générale des cultes. La première étape de ce circuit a démarré cette semaine par la ville de Fatima, où les pèlerins ont visité plusieurs lieux saints en vue de renforcer leur foi. Le reportage de nos envoyés spéciaux, Marie-Chantal Akandan et Apolline Herzier. À Fatima, au Portugal, une symphonie dévouée à Marie se rassemble en ce lieu de haute spiritualité. Nous sommes là pour prier pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'il y ait une véritable paix, la cohésion et la réconciliation. Le sanctuaire Notre-Dame de Fatima, où des milliers de croyants catholiques convergent pour venir vivre leur foi par un cheminement spirituel, ponctué notamment par un condensé de messes, de processions mariales et de chemins de croix. La résurrection du Christ doit être annoncée aujourd'hui encore. Va. Le Christ fait de nous des missionnaires de sa bonne nouvelle. Que ce pèlerinage soit l'occasion pour nous de prendre des résolutions nouvelles dans le Christ ressuscité. Fatima est tout un symbole spirituel pour les pèlerins qui viennent dans les pas des apparitions de la Vierge Marie. Tous les soirs, le chapelet est récité dans toutes les langues. Le pèlerinage du mois d'août est surtout marqué par un circuit marial dans différents lieux saints où est apparue la Vierge Marie. Plusieurs pèlerins s'y retrouvent pour se ressourcer spirituellement. Une richesse en termes d'expérience spirituelle, de communion avec la Vierge Marie, mais également avec notre Seigneur Jésus. Les pèlerins ivoiriens viennent en nombre chaque année dans différents groupes. J'ai bénéficié d'une prise en charge de l'État de Côte d'Ivoire pour venir remercier Dieu. Et nous voulons aussi lui confier aussi la Côte d'Ivoire, qui bénisse tous les membres du gouvernement, tous nos dirigeants, tous nos frères, tous nos sœurs, toutes nos familles. Et prier aussi pour tous les malades qui souffrent dans leur corps, dans leur âme.
nous voulons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Après la ville de Fatima au Portugal, la prochaine étape des pèlerins ivoiriens est la ville de Lourdes en France, où est organisé le pèlerinage national de l'Assomption 2023. Et avant de poursuivre ce communiqué du ministère de l'Emploi et de la Protection sociale, le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire qu'en application du décret numéro 2011-371 du 4 novembre 2011, modifiant et complétant l'article 2 du décret numéro 96-205 du 7 mars 1996, déterminant la liste et le régime des jours fériés, le mardi 15 août 2023, jour de la fête de l'Assomption, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national pour les signataires de la Convention collective interprofessionnelle du 20 juillet 1977 et conformément aux dispositions de l'article 64 de la dite Convention, le jour de la fête de l'Assomption est déclaré jour férié, chômé et payé. C'est signé Maître Adama Kamara. Allez, on part dans le monde pour voir ce qui a fait l'essentiel de l'actualité cette semaine. C'est avec Souleymane Doni Sangou. 4 militaires syriens et 2 combattants pro-iraniens ont été tués lundi dernier à l'aube lors de frappes israéliennes sur des positions militaires et des dépôts d'armes dans la périphérie de Damas. 2 soldats syriens et 5 combattants étrangers ont également été blessés dans les raids qui ont visé des positions et des dépôts d'armes et de munitions, notamment près de l'aéroport international de Damas. La marine marocaine, en patrouille au large de Tantan, dans le sud du pays, a intercepté mardi dernier plus de 56 candidats à la migration irrégulière, originaires d'Afrique subsaharienne, à bord d'une embarcation de fortune. 9 personnes sont décédées et 30 autres ont été blessées dans l'accident d'un autocar au Cameroun. Les victimes étaient les passagers du car qui avaient quitté la capitale Yaoundé en direction de Ngawendere, à quelques 450 km au nord du pays. Le président de la République centrafricaine, Faustin Archange Touadéra, âgé de 66 ans, a déclaré dans une interview que son pays souhaitait entretenir de bonnes relations avec la France. Cela fait suite à des années de tensions alimentées par le rapprochement de la République centrafricaine avec la Russie et le déploiement de mercenaires du groupe Wagner dans le pays. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, âgé de 81 ans, s'est présenté brièvement vendredi dernier en prison avant d'être relâché aussitôt dans le cadre de remise de peine, annoncée le jour même par le gouvernement, une manœuvre qualifiée de honte absolue par l'opposition. Une délégation de religieux du mouvement wahhabite a été reçue à Niamey samedi dernier. Les membres de cette délégation ont rencontré le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zaïn, qui les a accueillis sur le tarmac de l'aéroport. Ils se sont entretenus avec le chef de la junte, Abdourahmane Tiani. Au moins 93 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé l'île de Maui à Hawaï. Un lourd bilan qui vaut aux autorités une pluie de critiques sur leur gestion de l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire récente de l'archipel américain. Une enquête sur l'origine de la catastrophe a été ouverte. Ainsi va le monde. On arrive au terme de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Restez sur RTI 1. Excellente soirée.